Alors, c'est parti pour ce direct. Je me présente, je suis Nathalie Trouillet. Voici Joséphine Chastenay de Géry. Je te laisse te présenter. Bonjour, Joséphine Chassagne-Géry, j'habite à Lyon. Je travaille dans une association qui s'appelle La Focale, qui œuvre dans le milieu de l'éducation et de l'animation. Et on intervient sur un certain nombre de sujets de formation et d'éducation. Et pour ma part, je coordonne toute l'activité autour de la prévention des maltraitances qui sont faites aux enfants dans les lieux collectifs qui les accueillent. Voilà, donc ceci étant posé, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a décidé en fait de scinder ce temps qu'on a fixé à peu près 1 heure, peut-être un tout petit peu plus si on croule sous les questions, en 2 parties. Une première partie donc où Joséphine va vous donner un peu des tips, les fondamentaux à mettre dans le sac de nos enfants avant de partir en camp, en séjour, etc. Et puis une seconde partie qui sera plus sur ce qu'on peut demander en fait à toutes ces structures. Qu'est-ce qu'on peut exiger de ces structures pour que nos enfants soient bien protégés. Voilà, c'est ça. Ce qui est, je pense, important, peut-être avant qu'on démarre sur qu'est-ce que je peux dire à mon enfant avant le séjour, voilà, comment je peux l'outiller pour me sentir rassurée, de reposer un petit peu le contexte de pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui on se pose ces questions-là, votre groupe, pourquoi est-ce qu'on se demande comment rester sereine quand notre enfant part en séjour collectif, et de dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc là, on va parler de la question on est sur la question des violences sexuelles. Il y a plein d'autres formes de maltraitance. On va faire un focus aujourd'hui sur cette question-là. Quelques chiffres au démarrage, pas dans un objectif d'être anxiogène, de faire monter la pression, mais il faut juste être conscient. En fait, ce qui est important, c'est de conscientiser cette problématique-là. Aujourd'hui en France, il y a 160 000 enfants par an qui subissent des violences sexuelles, mais il faut être bien au clair que 80% de ces violences se passent dans le cadre familial ou amical proche. Donc, ce qui ne va pas nous concerner puisque quand on envoie un enfant en séjour collectif. Mais il y a 20% de ces agressions et ces violences sexuelles qui se passent dans les cadres plus institutionnels, donc que ça soit aussi bien les structures scolaires, que les clubs de sport, que tous les mouvements de loisirs et les camps, et les colos et autres. Tout le milieu artistique, voilà. Donc tous ces lieux collectifs qui accueillent des enfants peuvent être des lieux dans lesquels nos enfants malheureusement vont subir une certaine forme de maltraitance jusqu'à une agression sexuelle. Donc ça, il faut le savoir, et c'est pas parce que 80% se passe dans les familles qu'il ne faut pas inciter les structures qui accueillent nos enfants à titre collectif de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et donc moi je me réjouis qu'il y ait des mamans comme vous qui se réunissent et qui se disent qu'est-ce qu'on peut aller demander aux structures et comment est-ce qu'on peut inciter les structures à mettre en œuvre une politique de prévention. Donc ça c'est une première chose sur les chiffres. Autre chiffre important qu'il faut que vous ayez en tête, et souvent on n'en a pas conscience, c'est que 40% des violences sexuelles qui sont faites sur les mineurs sont du fait d'un autre mineur. Ça c'est un chiffre qui est souvent tabou, dont on parle peu. Donc le risque dans une structure collective, il peut venir de l'adulte, mais il peut aussi venir d'autres enfants qui vont être avec les vôtres. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut parler à vos enfants de ce qui peut se passer avec les autres enfants, pas que avec les adultes. Et puis il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qui existent dans les structures, donc il faut les avoir en tête. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient évoqué la question des enfants qui sont plus ou moins à risque que d'autres. Donc ça aussi, il faut le savoir, qu'un enfant qui est en situation de handicap est à un risque majoré, 2,9 fois, et presque 5 quand on est avec des troubles autistiques ou des troubles psychologiques. Donc c'est vraiment important, si votre enfant est dans une situation d'handicap, de savoir que potentiellement il a un risque qui est majoré, donc il va falloir prendre encore plus de précautions avec lui, et c'est aussi quelque chose, la structure qui accueille des enfants doit avoir conscience de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à notre enfant avant le départ ?
pour moi, il y a quelques fondamentaux qu'il faut avoir vus avec lui. Il faut avoir parlé de la question de l'intimité avec votre enfant. Donc il faut alors après, bien sûr, ça va dépendre de l'âge. Là, si on se dit qu'un séjour collectif, c'est entre 6 et 17 ans, on va dire, on ne va pas parler des moins de 6 ans, mais il peut y en avoir à la maternelle, à l'école. Mais donc, savoir avec lui nommer ses parties intimes, donc les fesses, la bouche, la poitrine et le sexe. C'est des mots qu'on peut utiliser à tous les âges. Il n'y a pas... on peut utiliser d'autres petits mots souvent les enfants utilisent d'autres mots pour parler du sexe, mais ce qui est important, c'est d'expliquer à ces enfants que ces parties-là, c'est des parties qui sont intimes. Intime, ça veut dire que ça n'appartient qu'à lui, et ça veut dire que personne n'a le droit de les toucher, et en particulier, pas d'adultes et pas d'enfants sans demander, et sans qu'ils soient d'accord avec ça. Il y a une façon très simple de le dire pour les petits, par exemple, c'est de dire tout ce qui se passe, tout ce qui est sous ton maillot de bain, ça t'appartient, et c'est à toi, et personne n'a le droit de le toucher. Et de bien utiliser le mot « personne n'a le droit ». C'est-à-dire que l'enfant, si on lui explique où est de remettre le cadre de la loi, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, c'est très utile pour lui. Parce que ce qu'on remarque souvent chez les enfants victimes, c'est qu'en fait, ils subissent des choses, mais ils n'ont pas du tout l'impression... Ils se sentent mal à l'aise, mais ils n'ont pas l'impression que c'est interdit. En fait, si personne leur a dit que c'était interdit, que son animateur préféré chéri, que son aumônier adoré, que son cousin, son grand cousin chéri viennent le caresser à ces endroits-là, ou viennent le forcer à l'embrasser ou des choses comme ça. Si personne lui a dit que c'était interdit, en fait, l'enfant ne pense pas automatiquement que c'est interdit. Donc, remettre le cadre avec son enfant de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé, et le cadre de ses parties intimes que personne n'a le droit de toucher. Autre chose importante, j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont parlé de la question du secret. Donc, effectivement, expliquer aux enfants qu'il y a des bons secrets et des mauvais secrets. On peut prendre l'exemple très simple, c'est que si on organise un anniversaire surprise pour maman et qu'on veut lui faire un cadeau, on est tous très excités par cette surprise et c'est un secret qui nous met dans la joie. En revanche, que si on a vécu une maltraitance, un harcèlement ou une violence sexuelle et que quelqu'un nous a dit qu'on ne doit pas en parler, puisque c'est la stratégie de l'agresseur, d'imposer le silence à la personne victime, l'enfant va ressentir au fond de lui qu'il y a quelque chose qui le gêne, il y a quelque chose qui le pèse, c'est un secret qui va le rendre malheureux, qui va le trotter dans sa tête tout le temps. Et bien à ce moment-là, il faut expliquer à l'enfant que des secrets comme ça, on n'a pas le droit de leur imposer des secrets comme ça. Donc redire la question de la loi, qu'on n'a pas le droit. Et que du coup, ça nous amène à l'autre petit conseil qu'on peut leur donner. Dans ces cas-là, il faut qu'ils aillent parler à une personne de confiance. Donc on peut faire l'exercice avec nos enfants avant qu'ils partent dans un séjour collectif, de leur dire, mais si tu as un problème, avec qui est-ce que tu aurais envie d'aller en parler ? Et ne pas limiter trop, parce que l'enfant, si justement il sent de la honte, peut-être que c'est avec ses parents, il aura du mal à aller en parler à ses parents. Et donc, établir avec lui une petite liste en disant, si t'arrive un problème, avec qui tu peux en parler ? Tes parents, ton frère, ta marraine, ton parrain, ton instit, ta maîtresse, enfin voilà, ça peut être différents adultes. Et que cette liste-là, il l'ait bien en tête, parce que le jour où il va avoir envie de parler, s'il n'a pas fait ce petit exercice, ça va être plus compliqué pour lui de savoir vers qui se tourner. Ça peut être aussi la copine, on se rend compte que parfois il y a beaucoup d'enfants qui signalent quelque chose parce que c'est l'ami qui a signalé. C'est pas l'enfant qui subit l'agression, mais il en a parlé à son meilleur ami qui lui-même en a parlé. Donc de dire à nos enfants aussi, en fait, tu peux toi aussi être un relais. Si tu as un de tes copains qui te dit quelque chose, il faut aller en parler à un adulte de confiance. Et puis si l'adulte de confiance à qui tu en parles, tu as l'impression qu'il fait rien, et tu vas en parler à un autre adulte de confiance. Donc tout ça, c'est des discussions qu'on peut avoir avec nos enfants avant qu'ils partent, sans pour autant, et là je mets un petit point d'alerte, sans pour autant leur décharger sur leurs épaules toute la responsabilité de les protéger. Parce que c'est pas aux enfants de se protéger eux-mêmes, c'est pas aux autres copains de protéger les enfants, c'est bien la responsabilité des adultes. Des adultes comme parents que nous sommes, ou des adultes comme organisateurs de la structure qui accueille nos enfants. Et je mets une petite alerte sur souvent ce qu'on entend, de dire en fait il faut apprendre à nos enfants à dire non. Donc plusieurs d'entre vous l'ont nommé dans les questions. Un enfant qui subit des violences sexuelles, et en particulier dans le cadre ecclésial, 100% des cas connaît son agresseur et a confiance en lui. Donc en fait l'enfant ne va pas dire non.
Et puis le mythe qu'on peut voir dans les films de l'agression par un inconnu violemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est quelque chose où il y a une relation de confiance qui a été établie entre l'agresseur et l'enfant. C'est un agresseur que l'enfant apprécie, en qui il a confiance. Et donc, comme il n'a aucune notion de ce qu'est la sexualité adulte, avant à peu près la maturité affective autour de 14-15 ans, sauf s'il a été confronté à ça, par le biais de la pornographie, c'est un autre sujet dont on pourra reparler. Donc l'enfant ne comprend rien de la proposition sexuelle que l'adulte lui fait. Donc l'adulte vient, l'enfant a confiance en lui, il va lui faire une proposition, il va commencer par des attouchements, et l'enfant, pour lui, c'est normal, en fait. Il n'y a pas le clignotant, il se passe quelque chose d'anormal. Il va se passer quelque chose dans lequel il ne va pas être à l'aise, mais donc il ne va pas dire non. Donc on va dire à son enfant, si quelqu'un vient te demander de le toucher, tu lui dis non. En fait, c'est pas la meilleure solution parce que par l'effet de la sidération, l'enfant ne va pas dire non parce qu'il a confiance en l'adulte. Donc il vaut mieux lui expliquer, s'il se passe quelque chose qui te met mal à l'aise, va en parler à un adulte de confiance. Voilà, donc ça c'est ce que je peux faire avant pour équiper, qu'est-ce que je peux mettre dans le sac à dos de mon enfant en termes d'outils pour que lui ait des petits signaux, des petits red flags qui s'allument dans sa tête, lui donner un cadre protecteur. Ensuite, on avait dit, qu'est-ce que je peux demander à une structure ? Souvent, avant un camp, il y a une petite réunion préparatoire, les parents sont invités, et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux exiger de la structure ? Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est renseignez-vous bien sur la structure dans laquelle si vous envoyez vos enfants dans une colo que vous ne connaissez pas, parce qu'on vous a recommandé, etc., toutes les colos aujourd'hui, elles ont tous les mouvements de jeunesse, ils ont tous des sites internet. Donc commencez par aller faire le tour du site internet, allez regarder est-ce qu'ils parlent de ça. Donc déjà, ça peut être intéressant de se dire, si ils affichent clairement une politique de prévention, c'est plutôt rassurant. Après, ça ne veut pas dire qu'ils l'appliquent, donc il faut voir entre l'affichage et le fait de l'appliquer comment ça se passe. Mais vous pouvez tout à fait questionner, et vous êtes en droit de questionner les responsables de la structure dans laquelle vous envoyez vos enfants, que ça soit un camp paroissial, un camp scout, un camp à la montagne par une autre association, de dire expliquez-nous quelle est votre politique de prévention. Comment est-ce que vous recrutez vos bénévoles ? Comment est-ce que vous les formez ? Est-ce que vous prenez un petit temps au démarrage du camp où vous rappelez les règles de bon usage, de la juste posture éducative, de comment est-ce qu'on signale un événement indésirable ? Est-ce que vos animateurs ils savent ce que c'est que de faire une information préoccupante ? Comment est-ce que vous gérez le numérique dans votre camp ? Je vais faire le lien avec la problématique des violences entre mineurs, mais la gestion du téléphone est un vrai sujet dans un accueil collectif. Donc, est-ce que les téléphones sont autorisés, interdits, la nuit, est-ce que les enfants les ont ? On sait qu'il y a ces 40% d'agressions entre mineurs, qui est un chiffre qui est en très forte augmentation ces dernières années, et directement lié avec l'augmentation de la consultation de pornographie et même de pédopornographie chez les enfants. Et du coup, l'enfant qui a été habitué à regarder ça, à un moment donné, va vouloir reproduire avec d'autres enfants ce qu'il a vu. Et donc, dans le cadre de violences entre mineurs, bien sûr qu'il faut s'occuper de l'enfant agressé, mais il faut aussi se questionner sur l'enfant agresseur, parce qu'un enfant, encore une fois, un enfant de 10-12 ans qui agresse sexuellement, qui a des gestes sexuels sur un de ses camarades, c'est pas quelque chose qu'il a inventé. En fait, l'enfant ne peut pas l'inventer. Donc, s'il le fait, c'est que soit il le subit lui-même, soit il l'a vu pratiquer entre des adultes parce que dans les familles, il y a certaines familles où les relations sexuelles se font au vu et au su de tout le monde. Voilà, c'est des pratiques qui existent malheureusement. Et donc les enfants ne sont pas protégés de ça. Soit il l'a vu avec de la pornographie. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que l'enfant ne l'invente pas. En fait, puisque, encore une fois, l'enfant n'a aucune conscience de ce qu'est la sexualité adulte avant de mûrir autour de 14-15 ans, où c'est des choses qu'il commence à comprendre et à imaginer. Donc oui, vous pouvez questionner la structure. Alors, j'ai vu passer une question, est-ce que je le fais devant tout le monde, ou est-ce que
Vous pouvez poser une première question et si vous voyez que ça répond pas, vous n'êtes pas obligé de plomber toute la réunion, mais vous pouvez prendre les gens après, prendre un temps avec les personnes. Mais effectivement, partir en étant rassuré, en se disant je vois que la structure a mis en place des protocoles, une politique de prévention et qu'elle a formé ses animateurs, c'est très rassurant pour les parents. Tu me disais en préparant ce live qu'une structure qui répond mais tout va bien, on n'a jamais eu ça chez nous, c'est un red flag absolu. En fait, moi je serais assez inquiète parce que la structure, compte tenu des chiffres que je vous ai donnés, 160 000 enfants victimes, 80% dans les familles, 40% de viols entre mineurs qui sont du fait d'un autre mineur, une structure qui accueille 100 ou 1000 enfants par an, si elle dit il s'est rien passé chez nous, en fait c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est qu'elle sait pas qu'il s'est passé des choses, ou alors elle sait qu'il s'est passé des choses et elle s'en occupe pas. Donc malheureusement aujourd'hui, toute structure qui accueille des mineurs est confrontée à ce type de problématique de violence sexuelle, soit entre les enfants, soit entre les adultes et les enfants, soit avec la problématique du consultation de pornographie. Donc dire qu'il n'y a pas de problème, en fait, c'est un problème. Voilà. Donc je ne dirais pas que c'est un red flag absolu. Peut-être que la personne dit ça parce qu'en fait elle ne veut pas dire qu'elle s'en occupe, parce que c'est aussi ça qu'on constate quand on va... Quand nous-mêmes, à Focal, on intervient dans des structures qui accueillent des enfants, on voit qu'il y a un frein parce qu'il dit si on apprend, si autour de nous on apprend qu'on s'occupe de cette question-là, ils vont penser que c'est parce qu'il y a des problèmes. Donc on voit bien qu'on n'a pas tellement envie d'afficher, autant on affiche bien volontiers qu'on s'occupe d'écologie, afficher bien volontiers qu'on s'occupe de la prévention des mineurs, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y en a qui sont très motivés, très moteurs là-dessus, puis il y en a, ils sont encore un peu frileux malheureusement. Donc oui, ça doit nous questionner. En tout cas, ou quelqu'un qui est extrêmement mal à l'aise par rapport au sujet ou qui est dans l'évitement par rapport au sujet, ça doit nous questionner en tant que parents. C'est comme si vous alliez, je sais pas moi, récupérer votre voiture chez le garagiste et puis que vous sentiez que votre garagiste, il vous a pas mis les bons pneus, quoi. On se questionne sur notre voiture, on doit se questionner sur nos enfants aussi, encore plus. Pardon de la comparaison entre le garagiste, mais en fait, on se rend compte que on confierait pas les clés de sa voiture à un inconnu, et pourtant, on confie nos enfants à des inconnus dans des colos. Voilà, donc ça doit nous questionner, c'est vrai. Mais parce qu'on a envie de faire confiance, bien sûr. Mais faire confiance ne nous empêche pas de nous poser un certain nombre de questions. Une question qui revient souvent quand on parle de ces questions-là, c'est est-ce qu'un enfant peut raconter des cracks? Un enfant qui revient en disant qu'il s'est passé quelque chose, etc., est-ce que c'est possible qu'il mente? Alors, merci Natalia pour cette question, parce que c'est quand même le sujet derrière lequel on se cache pour faire quelque chose. Malheureusement, dans l'inconscient collectif de notre société, les enfants mentent. Les enfants sont des menteurs. Quand on leur a dit « je t'ai vu piquer un bonbon », ils vont dire « non, j'ai pas pris de bonbon ». Donc oui, les enfants sont capables de raconter des mensonges. Mais sur ce sujet-là, encore une fois, parce que l'enfant n'a pas conscience, n'a aucune idée de ce qu'est l'activité sexuelle d'adulte, la vie sexuelle, enfin la sexualité d'adulte, quand un enfant vient mimer un acte sexuel, ou bruiter, enfin il fait le bruit d'un acte sexuel, il peut pas l'inventer. Vraiment. Et donc là, moi j'ai envie de dire, enfin je vous dis, si un de vos enfants revient d'un camp et vous dit... je vous prends un exemple qu'on a entendu récemment, une maîtresse à l'école, un enfant qui montre sur un petit livre d'anatomie, qui montre le sexe d'une jeune fille, d'une petite fille et qui dit « lèche ». L'enfant ne peut pas l'inventer. Donc s'il dit ça, c'est que soit il l'a entendu d'un plus grand, soit il l'a vu, soit on l'a fait sur lui, soit... Donc non, l'enfant ne peut pas inventer une description de sexualité adulte. Donc si un enfant vient vous révéler ça, il faut le croire. Et pourquoi est-ce qu'il faut le croire? D'abord parce qu'il ne l'a pas inventé, et ensuite parce que s'il vient vous le dire, c'est parce qu'il attend de vous que vous veniez l'aider. Parce que s'il vient vous le dire, c'est parce que justement il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui ne va pas, qui le met mal à l'aise, peut-être que même il est vraiment très très mal, et il vient vous le dire. Et donc si vous ne le croyez pas, ce qui est le cas de 92% des enfants, il n'y a que 8% des enfants qui reçoivent un soutien social positif quand ils viennent voir un adulte pour lui dire il se passe ça. 8%, hein, ça fait pas beaucoup quand on réfléchit quand même. Donc dans 92% des cas, l'enfant, on va lui dire soit on va lui dire t'es un menteur,
soit on va lui dire arrête de dire n'importe quoi sur cette personne, c'est quand même quelqu'un de très important, c'est impossible qu'il ait fait des choses comme ça, ou on va lui dire mais t'es sûr de ce que tu racontes, tu sais, fais attention avec ce que tu dis, c'est très grave ce que tu dis, vraiment il faut que tu sois sûr que ça soit la vérité. En fait, donc l'enfant vient vous voir, il a besoin de vous, et vous en face, au lieu de le croire, vous mettez en doute sa parole, et donc vous n'allez pas déclencher, quand je dis vous, c'est-à-dire la société ne va pas déclencher ce qu'il faut pour prendre soin de cet enfant. Eh bien l'enfant subit un deuxième effondrement au fond de lui. C'est-à-dire que déjà, quand il a subi l'agression sexuelle, et ça a été un premier traumatisme, il va voir un adulte, il parle à un adulte, et l'adulte ne répond pas en face, alors il subit un deuxième effondrement, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se taisent pendant 20, 30, 40 ans, parce qu'ils ont été voir une première fois l'adulte n'a pas répondu ce qu'il fallait, ne l'a pas protégé, et donc il se dit, à quoi bon aller en parler, puisque de toute manière, on ne me croit pas. Et donc, comme c'est tellement violent, pour une personne victime, et vraiment il faut l'entendre, c'est tellement violent de ne pas être cru alors qu'on vient révéler quelque chose qui nous a traumatisés, on préfère ne plus jamais en parler. Donc vraiment ça c'était la partie après le camp, au retour du séjour, c'est un enfant envoie un signal, parce que souvent on dit c'est bien maintenant les enfants parlent, mais en fait les enfants ils ont toujours parlé, c'est nous qui ne voulons pas les écouter, c'est nous qui ne voulons pas voir, parce que c'est tellement violent pour nous d'imaginer que notre enfant peut avoir vécu cette violence sexuelle qu'on le met loin de nous, et en fait c'est normal, je ne veux pas vous jeter la pierre si ça vous est arrivé, en fait c'est normal, on n'a pas envie de ça, on n'arrive pas à se représenter la violence sur un enfant, et pour autant il faut vraiment le faire. Alors, justement, j'allais y venir. Les parents aussi, ils ont besoin d'un coup de main dans ces cas-là. Moi, je reçois des tas de parents, justement, qui sont des gens absolument formidables, très au fait, souvent, de ce que c'est que les violences sexuelles, de ce que ça fait, de ce que ça produit. Simplement, quand ça leur arrive à eux ou à leurs enfants, ils sont très démunis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut se faire violence en se disant, même si c'est la famille avec qui je suis super copine, même si c'est mon enfant me parle du chef scout que tout le monde adore, qui est juste incroyable sur la paroisse et dans le mouvement, même si c'est le super curé, jeune curé qui est là depuis 2 ans, qui a été ordonné il y a 5 ans, même si tout ça, en fait, il faut agir. Déjà, c'est la première chose. Alors, parfois, on met un peu de temps, le temps de digérer, le temps de se questionner, le temps... Donc il faut peut-être se laisser le temps de digérer ça, mais il faut agir, et il faut agir même si on sait que ça va peut-être faire exploser la famille, faire exploser la paroisse, faire exploser le mouvement, mais parce qu'on le fait pour protéger, d'abord pour protéger son propre enfant, parce qu'on va pouvoir le mettre dans un parcours de soins, et pour protéger d'autres enfants. Parce qu'en fait, si on ne fait rien, l'agresseur, il est dans l'impunité, et il va recommencer avec d'autres. Donc ça c'est, si on le fait, donc on le fait pour protéger nos enfants, on le fait pour protéger d'autres futures victimes. Et vers qui on se tourne? Alors moi j'ai envie de vous dire vers qui vous pouvez vous tourner. Déjà, il y a un numéro qui existe, qui peut vous donner des conseils, c'est le 119. Le 119, Allô enfance en danger. Alors ils vont prendre de préférence les enfants, c'est un numéro que vous pouvez donner à vos enfants aussi. Dans les outils, là j'ai oublié de dire quelques numéros que vous pouvez donner à vos enfants. Donc le 119, ils répondent aux enfants, en priorité aux enfants. Donc derrière, quand vous allez décrocher, vous avez des spécialistes de la protection de l'enfance et ils vont vous orienter vers les bons services pour faire une information préoccupante. Une information préoccupante, ça dit bien ce que ça dit, c'est une information préoccupante. Je suis préoccupée d'une situation, j'ai une situation qui me préoccupe et donc j'appelle la CRIP. Donc les CRIP, c'est des CRIP départementales généralement, donc ça va dépendre de votre région, de là où vous habitez. Vous pouvez regarder sur internet, avoir ce numéro sous la main et vous pouvez les appeler. Et ils sont aussi dans le conseil. Donc ils peuvent prendre votre information préoccupante, mais ils peuvent aussi juste vous conseiller. Il y a un autre numéro que vous pouvez appeler, ou que les jeunes même peuvent appeler, que vous pouvez donner à vos enfants. Vraiment, il faut le donner, c'est le 3018. C'est e-enfance. Donc là, ça concerne toute la problématique. On n'en a pas du tout parlé, mais parce que je ne sais pas si on aura le temps de tout parler, mais c'est toute la problématique du cyberharcèlement et tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc ça, pour ceux qui ont des enfants, des ados, les violences sexuelles sur les réseaux sont un vrai sujet aussi. Alors, violences sexuelles, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un contact. Recevoir une proposition à caractère d'ordre sexuel sur son téléphone, c'est une violence sexuelle. Donc là, 3018, sur toute la problématique du harcèlement et du cyberharcèlement.
Et puis, si vous avez un enfant qui est en danger, c'est un signalement au procureur de la République. Vous avez la brigade des enfants, la brigade des mineurs. Voilà, tout ça. Vous avez votre cellule, la cellule d'écoute de votre diocèse, si ça se passe dans un cadre ecclésial. Et bien sûr qu'il faut appeler la cellule d'écoute de votre diocèse pour signaler cette problématique-là. Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal pour se retourner. Et puis après, n'hésitez pas, n'hésitez pas après à en parler en termes de soins pour l'enfant, à mettre l'enfant entre les mains d'une psychologue qui peut l'aider à verbaliser, à expliquer, à comprendre ce qui s'est passé, à gérer ses émotions. Et puis après, si c'est quelque chose de beaucoup plus grave, il y a des parcours spécialisés en psychotrauma. Et c'est des choses, il faut avoir conscience que plus on va permettre à l'enfant de rentrer dans un parcours de soins spécialisé, et plus on va lui donner les chances de vraiment de se construire correctement. Et moins on va en parler, plus on va mettre le couvercle sur le problème en se disant on n'en parle pas et comme ça n'existe pas. Voilà, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire, si je ne parle pas du problème, le problème n'existe pas. On a toutes les chances que l'enfant ait des complications derrière dans sa relation à l'adulte, sa relation aux autres, voilà, et que ça rejaillisse à 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que ça soit vraiment plus compliqué pour lui. Alors, on va prendre quelques questions du public. Mm-hmm. Vous n'hésitez pas en commentaire à en poser, si vous en avez. La première question, c'est la question de la mixité de l'encadrement. Est-ce que c'est mieux un encadrement mixte? Est-ce que ça évite? En gros, est-ce que les femmes agressent moins les enfants que les hommes? Oui, alors statistiquement, c'est sûr qu'on prend moins de risques avec des femmes qu'avec des hommes. C'est un chiffre que je n'ai pas donné au démarrage. 97% des agresseurs sont des hommes. On n'a pas très d'équité là-dessus, entre les hommes et les femmes. Mais ça ne veut pas dire que si vous mettez que des femmes pour surveiller votre camp, vous n'avez pas de problème. Donc oui, il y a moins de facteurs de risque avec des femmes, et en particulier la nuit. On sait, c'est-à-dire que j'ai pas évoqué les facteurs de risque, enfin les lieux à risque. Il y a des lieux qui sont plus à risque dans les structures. C'est une question que vous pouvez leur poser. Donc tout ce qui concerne le couchage, la nuit, les nuitées, la surveillance des nuitées, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut que la structure y ait réfléchi. Et donc vous avez moins de risque à mettre 2 femmes qui surveillent les dortoirs que 2 hommes. Ça c'est clair. Et après, donc il y a les nuitées et autres lieux à risque. Il y a tout ce qui touche les sanitaires. On voit que dans les écoles, à chaque fois qu'il y a un problème, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, quand il y a des problèmes, ça se passe dans les sanitaires. Donc si on est sur un lieu d'accueil avec des choses en dur, et que les sanitaires sont dans un bâtiment en dur avec les sanitaires, vous pouvez questionner la structure. Comment est-ce que vous avez réfléchi à la problématique des sanitaires, le moment des douches, le moment des toilettes, le moment de se coucher, et les transports. On sait que le transport est aussi un lieu à risque. Comment est organisée la surveillance dans le bus? On doit prendre un bus de nuit pour partir à Assise pour faire un super pélé, mais on a 15 heures de bus, et donc on a un bus à 2 étages, et donc la nuit. Eh bien, la structure doit se questionner comment j'organise la surveillance la nuit, dans le bus. Vous pouvez leur demander. Et si vous disent on met tous les animateurs devant et les enfants tout seuls, c'est un problème. On met un animateur au fond et un animateur devant, et c'est un problème aussi. Vous pouvez questionner la structure sur où est-ce qu'elle en est de sa politique de jamais un adulte seul avec un enfant dans un endroit où il n'est pas visible des autres. Déjà, ça c'est la base. S'ils n'ont pas ça, c'est vraiment un problème. Un adulte ne doit jamais se retrouver seul avec un enfant invisible du reste de la communauté dans laquelle il se trouve. Donc ça doit être possible dans les sanitaires, dans les transports, dans les couchages, dans les lieux de jeu, dans l'infirmerie. S'il y a une infirmerie, on sait aussi que c'est un lieu à risque majoré. Mais ce qui n'empêche qu'on n'est pas dans les 40% des agressions entre mineurs. Donc là, et donc pareil, les enfants, 2 mineurs qui peuvent se retrouver tout seuls, comment est-ce que la structure le surveille ou pas, ou l'a organisé ou pas? Est-ce qu'il y a des moments où les enfants se retrouvent tout seuls dans les chambres, à 2? Ça peut être problématique. Des chambres tout seuls à 2, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux en mettre 3-4 ensemble. Alors ça ne garantit rien, parce que parfois il y a des agressions avec tous les camarades dans la classe, dans la chambre. Mais on prend moins de risques. Encore une fois, on connaît les facteurs de risque, on connaît les facteurs de protection. L'objectif, c'est de faire baisser les facteurs de risque et d'augmenter les facteurs de protection. Donc si on sait que les sanitaires, c'est un lieu à risque, on augmente, et que augmenter la surveillance, ça augmente la protection, on augmente la protection dans les sanitaires. Et comme ça,
on n'arrivera jamais à zéro violence sexuelle dans les lieux collectifs et dans la société. Mais au moins, il faut qu'on se donne toutes les chances de faire baisser ça. Une autre question, est-ce que le fait qu'il y ait des enfants avec un grand écart d'âge dans le même camp, c'est un facteur de risque? Oui, ça peut être un facteur de risque, parce que si on met des majeurs de 20 ans avec des petites 6 ans, déjà on est dans le adulte mineur, donc oui, ça peut être un risque. Donc on sait ces super camps où on mélange, où les ados sont les grands ados, ça devient les animateurs, ou ça devient les capitaines, les grands frères, les capitaines des équipes, et c'est une super pédagogie. Je suis pas, encore une fois, je l'ai dit un peu au début, l'objectif n'est pas de démonter toutes les pédagogies et tous les lieux collectifs qui accueillent des enfants et de se dire on garde nos enfants à la maison et surtout on ne les met plus dans les lieux collectifs, parce que je suis profondément persuadée que ces lieux collectifs sont des lieux qui font grandir les enfants, qui sont absolument géniaux, qui leur font vivre des belles aventures, si elles sont correctement organisées. Donc avoir une mixité si elle est organisée, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas un enfant tout seul avec on laisse pas un enfant tout seul grand avec un petit, on en met plusieurs, on mélange tous les âges, etc. Donc une mixité organisée et réfléchie, encore pas juste subie, dans le sens où là j'ai des grands et des petits et puis je les mets ensemble et je réfléchis pas. Donc et encore une fois, quand on a des grands écarts d'âge comme ça, avec des 20 ans et des 8 ans, c'est un risque supplémentaire. Une question un petit peu délicate. On a parlé un peu de qu'est-ce qui se passe pour éviter que mon enfant ne se fasse agresser. Si j'apprends que mon enfant est un agresseur, ça peut arriver aussi. Bien sûr que ça peut arriver, et il faut l'accepter. Dans le sens, il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça non plus. Donc si j'apprends que mon enfant est un agresseur, eh bien, encore une fois, il faut se poser la question, ce que je vous donnais l'exemple tout à l'heure, donc entre deux jeunes de 12 ans qui s'agressent mutuellement, celui qui agresse à 12 ans, en fait, encore une fois, il ne l'a pas inventé. Et donc, qu'est-ce qui a fait que cet enfant de 10-12 ans, à un moment donné, il ait eu envie de reproduire sur son camarade des gestes d'attouchement ou de viol, parce que caractérisons les faits, un enfant de 10 ans qui met son doigt dans l'anus d'un autre, c'est caractérisé comme un viol. Il faut bien appeler les choses comme elles sont. C'est pas pour autant qu'on va mettre l'enfant de 12 ans en prison. Mais la première question que moi j'ai envie de se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cet enfant de 12 ans, il a tout d'un coup eu cette idée? Voilà. Et ça, c'est une question qu'on peut travailler avec nos enfants. Et donc cet enfant de 12 ans, il est sans doute victime lui-même, encore une fois, de la pornographie, d'un plus grand, peut-être de quelqu'un dans la famille, peut-être même de son père ou de sa mère, ou de son oncle, ou de son grand-père. Donc voilà, donc c'est la première question que je me poserais. Qu'est-ce qui a fait que mon enfant a pu poser un geste comme ça? Et après, de mettre cet enfant aussi dans un parcours de soins pour qu'il comprenne déjà la gravité du geste qu'il a posé. Et puis après, si l'autre famille porte plainte, la justice va faire ce qu'elle a à faire. Mais il y a un accompagnement psychologique à avoir de son enfant et de se questionner sur qu'est-ce qui a permis dans l'environnement de mon enfant qu'il fasse ça. Si j'entends bien tout ce que tu nous dis depuis le départ, c'est le maître mot finalement dans tout ça, c'est la remise en question sans cesse de soi, du fonctionnement de la structure, du fonctionnement de la famille, finalement du fonctionnement de la société. Oui, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un travail qui va être très très long, aussi bien dans nos structures que dans notre société et dans nos propres familles. On est dans une situation sociétale aujourd'hui avec une telle ampleur des violences qui sont faites sur les enfants. En fait, un des mots, une des racines de ces mots-là, c'est que l'enfant n'est pas vu comme une personne à part entière, mais il est vu comme un objet d'éducation. Et donc il y a une espèce de domination de l'adulte sur l'enfant qui est très forte encore, très prégnante aujourd'hui dans notre société, qui fait que plutôt que d'apprendre à l'enfant à exprimer ses émotions, respecter qui il est, on va surtout lui apprendre à être très sage et à pas faire de bruit et à bien obéir.
Et du coup, on va quelque part permettre que s'il y a une agression qui se passe, eh bien l'enfant surtout ne dit rien parce qu'on lui a appris qu'il fallait pas fallait pas qu'il parle, qu'il fallait pas qu'il fasse de vagues. Donc, et toute cette dimension un peu de la relation entre l'adulte et l'enfant, c'est ça qu'il faut arriver à remettre en cause dans nos modes de fonctionnement, aussi bien en tant qu'éducateur qu'en tant que parent, qu'en tant qu'accompagnateur, que même de bénévole dans une structure. Si je suis je viens faire le caté à la paroisse en tant que bénévole, quelle relation, quelle posture j'ai vis-à-vis des enfants? Est-ce que je considère l'enfant comme un être à part entière ou est-ce que je considère l'enfant comme quelqu'un à qui je vais imposer des modes de fonctionnement sans écouter qui il est et ce qu'il me dit? Et si l'enfant sent que face à l'adulte, de toute manière, il ne peut rien dire parce que on n'écoute pas et que sa voix n'a pas de poids, alors il ne faut pas quelque part qu'on s'étonne que les enfants, je ne vais pas dire ça comme ça, mais on est quelque part, nous, adultes, responsables du fait que les enfants ne se fassent pas, enfin, les autres adultes ne respectent pas. Quand nous-mêmes, on est témoins de quelque chose, d'une violence vis-à-vis d'un enfant dans notre famille, dans notre groupe d'amis ou dans notre communauté paroissiale où on est, est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on dit quelque chose ou est-ce qu'on laisse faire en disant ça ne me regarde pas? On doit tous être acteurs de protection vis-à-vis des enfants qui nous entourent et être capable de réagir. Alors peut-être que j'ai envie de, peut-être je terminerai par là, mais en tout cas avant de peut-être répondre à d'autres questions, mais est-ce que quand je vois quelque chose qui me met mal à l'aise dans la relation entre deux enfants, dans la relation entre deux adultes, dans la relation entre un adulte et un enfant, est-ce que je suis capable de formuler ce qui me met mal à l'aise et d'aller voir la personne en disant écoute, là je t'ai vu dans la façon dont tu te comportais avec cet enfant, dans la façon dont tu lui as parlé, dans la façon dont tu l'as pris dans tes bras, l'as pris sur tes genoux, il y a quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Est-ce qu'on est capable de ça? Et moi je vous encourage vraiment dans toutes vos communautés éducatives, dans tous les endroits où vous êtes, d'être capable de poser cette parole en disant il y a quelque chose qui m'a mis mal à l'aise, mais je le dis parce que si personne ne dit jamais rien, alors les agressions vont continuer et puis les agresseurs sont dans une impunité totale et puis rien ne changera. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe souvent hein, lorsqu'un agresseur est dénoncé, on se rend compte qu'en fait tout le monde savait plus ou moins, tout le monde disait ah oui mais ça faisait un moment qu'on lui disait d'arrêter d'être tactile comme ça, d'être taquin, etc. Voilà. Malheureusement, voilà. Si vous lisez un peu les faits divers dans la presse, à chaque fois on se rend compte que les gens ne sont pas surpris. Mais ça veut dire que si tout le monde savait, ça veut dire que c'est 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles par an. Tout le monde sait. Et il faut se le dire au présent. Parce que tout ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est pas juste pour dénoncer ce qui s'est passé dans les années 50, 70, 80, 90. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, et peut-être en particulier dans nos cercles un peu ecclésiaux, catholiques, où il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous et on n'ose pas trop dire les choses à certaines personnes. Est-ce qu'on est suffisamment libre d'aller dire à notre curé, à notre vicaire, à notre chef de troupe ou à notre bénévole du caté? Est-ce qu'on est capable d'aller lui dire, écoute, moi, quand je t'ai vu jouer là, en bousculant les enfants avec ton gros ventre, ça m'a mis mal à l'aise. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'est arrivé. Et donc, j'ai été voir la personne et je lui ai dit. Et je peux vraiment vous partager, c'est pas facile hein, d'aller dire les choses, d'aller parler à un de ses amis en lui disant, un ami prêtre, en disant, écoute, j'ai pas été à l'aise de la façon dont t'as pris mon fils sur tes genoux. C'est pas facile. Et pour autant, si on veut que ça s'arrête, il faut le faire. Tu as envoyé tes enfants en séjour collectif? Oui, alors moi j'ai des grands enfants maintenant, donc. Tu les enverrais toujours maintenant avec ton expérience? Oui, je les enverrai. Oui, je les enverrai parce que c'est des super expériences. Donc oui, il faut continuer à envoyer nos enfants dans les séjours collectifs, mais je ne les enverrai plus de la manière dont je les ai envoyés. C'est-à-dire que moi je les ai vraiment envoyés en toute confiance parce que c'est très confortable quand on est maman. Moi j'ai 4 enfants, c'est tous des grands maintenant, mais et je suis contente qu'ils soient grands. Mais c'est spécial dédicace les enfants. Mais je le ferai pas de la même manière et je trouve que c'est super si c'est les parents qui commencent à un peu mettre des épines dans les pieds des organisateurs de séjour en leur disant bah, dites-nous comment vous allez protéger nos enfants.
Nous, on veut vous les envoyer parce qu'on veut qu'ils vivent des super aventures de montagne, de scoutisme, de colo, de musique, de chant, de théâtre, toutes ces aventures-là. Mais on veut que ça soit sécurisé. Et donc, dites-nous comment vous allez les sécuriser. Et puis, on vous croira, mais dites-le nous. Et si, en fait, ce qui se passe quand on est une structure qui accueille, parce que là, nous, quand on forme, parce qu'on forme beaucoup les équipes éducatives dans les ACM, dans les accueils collectifs de mineurs, et on leur dit, en fait, il faut que vous écriviez une politique de prévention, de protection des mineurs, et il faut que vous l'affichiez. Et il faut que vous la montriez aux parents. Donc, parce qu'une fois qu'ils l'ont affiché, une fois qu'ils l'ont montré aux parents, c'est beaucoup plus difficile de ne pas le faire. Donc, si vous leur demandez de l'afficher, ils vont déjà être obligés de l'écrire, et ensuite, une fois qu'ils l'auront écrite, ça va être plus difficile de ne pas mettre en œuvre ce qu'ils ont écrit qu'ils allaient faire. Ce n'est pas une garantie qu'ils le fassent complètement jusqu'au bout, mais en tout cas, s'ils sentent qu'il y a une attente, aujourd'hui, on a des parents qui en ont ras-le-bol de se dire que potentiellement leurs enfants ils vont pouvoir subir des violences dans les accueils collectifs. Et encore une fois, je redonne les chiffres, 80% des violences sexuelles, c'est dans les familles. Donc, questionnons-nous. Bref, voilà, sur le fonctionnement de nos familles. Questionnons-nous sur le fonctionnement de nos familles. Les grandes réunions familiales où on laisse les enfants complètement libres, avec les grands, les petits, tout ça, ça dort dans les dortoirs, les grandes maisons de famille, etc. C'est génial, ça fait des super souvenirs. Sauf que, peut-être qu'il faudrait mettre un tout petit peu plus de surveillance, il faudrait questionner nos enfants. Le juge Édouard Durand, qui a été coprésident de la CILIS, lui, son cheval de bataille, c'est de dire d'organiser une fois par an un lieu où on va poser la question aux enfants. Et si vous vous sentez suffisamment forte, moi j'aurais envie de vous dire, alors il faut le sentir, il faut être à l'aise, mais posez la question à vos enfants. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a fait peur au scout? Ah bon, et pourquoi? Est-ce qu'à l'école, il y a des gens que tu n'as pas envie d'aller voir, avec qui tu n'as pas envie d'être? Ah bon, et pourquoi? Voilà, ça ne veut pas dire que derrière, il y a forcément une agression sexuelle, mais intéressons-nous à ce qui peut faire peur à nos enfants. Et posons-leur la question. Parce que comme on sait que c'est difficile pour eux de révéler, eh bien, anticipons. C'était un des points, c'était une des questions. Quels sont les signaux qui pourraient nous faire dire votre enfant revient de colo? Quels sont les signaux auxquels il faut que vous soyez attentive? Le premier signal, c'est un changement brutal de comportement. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a agression sexuelle. Mais un enfant qui change brutalement de comportement, un enfant qui était hyper joyeux, qui tout d'un coup devient un peu apathique, un enfant qui était plutôt calme et qui tout d'un coup devient hyper agressif, un enfant qui... ce changement brutal de comportement, et vous le voyez, puisque tous les jours, vos enfants, ils reviennent de la maison, de l'école, et le week-end, quand ils rentrent de leur structure, enfin de leur sortie scout ou autres associations, autres mouvements de jeunesse, vous les voyez. Et donc ça, ce changement de comportement, il ne faut pas le mettre sur le dos de « Oh, l'ado relou, il est en pleine crise d'ado ». Peut-être qu'il y a ça, mais peut-être qu'il y a autre chose. Ou alors, dis donc, il est pénible celui-là, c'est vraiment un gros capricieux. Non, en fait, non. Un enfant qui tout d'un coup devient hyper agressif, devient hyper violent, il y a une raison. Il ne le fait pas juste pour vous embêter, j'ai envie de vous dire. Pareil, les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil, les enfants qui se mettent à faire des cauchemars, les régressions sur le pipi au lit, etc., quand ils sont plus petits. Tout ça, c'est des signaux. En fait, c'est l'enfant qui nous envoie un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément qu'il y a une agression sexuelle derrière, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une dispute avec son meilleur copain, ça peut être des parents qui sont en train de se séparer, ça peut être une tension à l'école, je ne sais pas où. Mais c'est questionnez vos enfants. Questionnez vos enfants, parlez avec eux. Et puis, ah oui, les autres signaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un enfant qui mime quelque chose ou qui raconte quelque chose. Ou l'autre jour, il y a une maman qui me dit que son enfant est revenu, il lui a dit ah ben le grand Alexis, il porte pas de culotte. Il avait 6 ans et le grand Alexis, il en avait 18. Ben, comment est-ce qu'il sait que le grand Alexis porte pas de culotte? Il ne sait pas. Enfin, soit il l'a vu, soit il l'a entendu. Voilà. Donc on questionne son enfant. Il dit ah bon, et pourquoi est-ce que tu me dis qu'Alexis ne porte pas de culotte? Et en fait, les enfants, s'ils sont en confiance avec vous, s'ils sentent que vous les croyez, si ils sentent que vous prenez du temps pour eux, c'est-à-dire qu'un enfant qui vient vous parler, vous le savez, c'est jamais le moment, c'est toujours quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes pressé, il va venir vous dire, il va tirer sur maman, il va dire mais maman j'ai quelque chose à te dire, et bien à ce moment-là on arrête ce qu'on est en train de faire et on écoute. Parce que si il est en confiance avec vous, et si sans vous le croyez, il va vous dire les choses, avec ses mots.
il va vous dire qu'un tel, il fait des choses. Voilà, il ne va pas vous dire j'ai subi une agression sexuelle. Il va vous dire, il me fait des choses, dans les fesses. Il va vous dire il me touche en bas des jambes. Ou des choses comme ça, vous voyez. Il va utiliser ses propres mots, mais après c'est à vous d'entendre ce que votre enfant veut vous dire et de tout entendre. Et comme encore une fois la force, la puissance du déni est tellement importante qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Et qu'on se donne toutes les bonnes raisons de se dire non, c'est pas très grave, ça passe, il va mieux, finalement c'était pas si grave. Et ça, c'est vraiment, enfin, faut le savoir, hein, c'est une réaction normale de parents. En fait, tous les parents qui entendent ça dans la bouche de leur enfant passent par là et se disent, ont tendance à minimiser, etc. Il n'y a pas de culpabilité particulière à avoir. Hein. Ah oui, surtout pas. Ouais. On passe tous par là quand ça nous arrive. Ouais. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment le savoir. Oui, voilà. Et il faut le savoir. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, on réagirait beaucoup plus vivement. On disait non mais c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça, vite, il faut aller en parler, etc. D'où l'importance des copines. Voilà, exactement. Vraiment. Et vous pouvez confronter ce que votre enfant vous a dit avec une amie, justement. Et votre amie, elle, comme c'est pas son fils, elle a plus de distance, ou son fils ou sa fille, c'est pas son enfant, donc elle a plus de distance, et donc elle va pouvoir vous dire ah ouais, non, là ce que tu me racontes, c'est très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes victimes. Enfin, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est qu'ils réalisent qu'elles ont été victimes de quelque chose quand leurs enfants ont l'âge qu'elles avaient au moment des victimes. Et donc, tout d'un coup, elles se disent, elles réalisent que ce qu'elles ont vécu, si ça arrivait aujourd'hui à un de leurs enfants, elles se diraient, mais en fait, c'est pas du tout normal. Et pendant tout ce temps-là, si elles n'en ont pas parlé à personne, elles se sont persuadées que c'était normal, que c'était pas grave, c'était pas si grave. Et en fait, une fois qu'on prend du recul par rapport à l'acte, on se dit non, mais en fait, c'est pas du tout possible que cet acte-là soit fait sur mon enfant. Donc, effectivement, parlez-en. En fait, quand vous avez quelque chose qui vous travaille comme ça, restez pas seul avec ça. Même si vous avez l'impression que c'est tabou, même si vous avez l'impression que vraiment vous pouvez pas, vous êtes mal à l'aise avec ce sujet de la sexualité, que vous n'avez pas envie d'en parler, etc. La meilleure façon de craquer un peu le déni, c'est justement de pouvoir en parler aux autres. Et que votre enfant soit agressé ou agresseur, c'est pareil. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant reste un enfant. Un enfant agresseur, c'est un enfant qui ne va pas bien. Vous n'avez pas à avoir honte si jamais ça vous arrive. C'est pas forcément de votre faute. Enfin voilà, restez pas seul, dans tous les cas. Oui, je pense que c'est une bonne. Et même si le fait tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, peut-être vous a fait, enfin depuis tout à l'heure, 14h, si tout d'un coup ça vous a fait remonter à la mémoire des événements qui vous questionnent, restez pas seul non plus après ce temps d'échange. Et ce qu'on dit aux enfants en leur disant allez en parler à une personne de confiance, c'est valable aussi pour nous les adultes. S'il y a des questions, c'est le moment, parce qu'on arrive quasiment à la fin du temps qu'on s'était donné. Donc s'il y a quelques questions, vous pouvez faire signe, sinon on va clore ce live en remerciant beaucoup Joséphine de nous avoir donné ce temps. Avec plaisir. Et puis, vous pouvez aussi dire à vos structures dans lesquelles vous envoyez les enfants, si elles ne savent pas comment mettre en place de la prévention, vous leur donnez le contact de la focale et puis nous, on va aller les former. Attention. Hein. Non, mais on va aller leur expliquer. En fait, la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que c'est possible. En fait, vous voyez, 60% des enfants qui ont reçu un soutien social positif disent que ça les a aidés dans le fait d'aller mieux. 60%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il suffit, mais en fait, rien que déjà de croire l'enfant qui vient vous dire quelque chose, déjà, ça lui apporte un bienfait incroyable et ça l'aide dans sa reconstruction. 80% des agresseurs disent que s'ils avaient eu des barrières, ils ne seraient pas passés à l'acte. C'est-à-dire que l'agresseur qui ne peut pas se retrouver seul avec un enfant dans les sanitaires,
Et en fait, il a peut-être envie, il va peut-être essayer, mais en fait, il va trouver une barrière sur son chemin et donc il va pas passer à l'acte. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de protéger nos enfants dans les lieux collectifs. Donc, et c'est possible quand ils ont malheureusement subi une violence sexuelle, c'est possible que l'enfant aille très bien derrière. Voilà, et c'est pas une fatalité. D'abord, c'est pas une fatalité que des enfants soient victimes d'agressions sexuelles. Et deux, c'est pas une fatalité quand on a été victime d'aller mal. Tout à fait. Il y a d'excellentes thérapies qui existent aujourd'hui. Ouais, vraiment. Alors, on a une question. Quand un prêtre confesse en colo, on s'assure comment que c'est safe dans ce moment spécifique? On lui demande qu'il ne confesse jamais seul dans une salle fermée. Il y a 1000 autres façons de confesser. On sort du confessionnal et on se met au fond de l'église, on se met au milieu d'une prairie, loin des autres, on se met... et ça, vraiment, cette question de la confession ne devrait... c'est des consignes qui ont été données à tous les prêtres, normalement. Donc tous les prêtres savent qu'ils ne peuvent pas confesser seuls dans un endroit où il n'y a personne d'autre qui les voit. Donc s'il y a un prêtre qui continue à faire comme ça, alors là, c'est red flag, direct. Il faut lui dire, et vous pouvez même dire à votre enfant, là pour le coup, le prêtre ne peut pas te confesser tout seul, le prêtre ne peut pas te confesser dans sa chambre. Le prêtre ne peut pas te confesser à 22h. Le prêtre ne peut pas te confesser dans une pièce, dans un bureau avec une porte fermée. Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez donner à vos enfants. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Désolé pour ta posture. J'ai du mal à voir comment appliquer ces précautions chez les scouts et guides où les enfants sont très autonomes en patrouille ou en équipe. Alors, déjà, il faut savoir que normalement, il y a certains mouvements qui sont scouts et guides de France, ils sont hyper en avant sur ces sujets-là. Ils ont quand même beaucoup réfléchi. Ça fait longtemps qu'ils réfléchissent. Ils ont l'avantage d'avoir une mixité dans les équipes, ce qui fait que ça équilibre sans doute. Et je sais que les scouts d'Europe, ils ont aussi une commission Saint-Nicolas et donc ils réfléchissent à ça. C'est pas parce que les enfants sont autonomes qu'ils sont pas surveillés. Et par exemple, les CP dans les patrouilles, il y a des consignes qui leur sont données par rapport à ça. Donc même si on est en camp, l'autre jour j'avais une cheftaine justement qui me questionnait, qui me disait je savais qu'elle avait besoin de se mettre à l'écart avec une bouvette pour lui parler, et elle savait qu'elle se mettait à l'écart mais visible des autres. L'excuse de dire j'ai besoin de me mettre en retrait avec l'enfant pour lui parler, en fait ça doit être un red flag aussi. Et l'avantage, c'est que si on a formé toute l'équipe éducative, ils sont dans un soutien mutuel et dans une protection mutuelle en disant, en fait, lui, tiens, pourquoi il s'écarte tout le temps avec cet enfant? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps avec cet enfant? Et donc, c'est pour ça que c'est important de former toute l'équipe, parce que les autres animateurs vont pouvoir questionner. Donc, je pense que c'est quand même possible de faire ça chez les scouts. Alors, bien sûr que quand le parc est énorme, il y a plus de possibilités d'aller se cacher quand on est dans la forêt. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre tous les tips dans les sacs à dos de votre enfant. Alors j'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, on ne peut pas vraiment éviter que ça se passe, mais qu'on peut simplement inviter l'enfant à parler. Alors, si, on peut quand même éviter que ça se passe. Enfin, en tout cas, on peut, si possible, en tout cas, en tant qu'accueil collectif, on est d'accord encore une fois qu'on est concerné par les 20%. Les 80% qui se passent dans les familles, là, vous pouvez travailler sur votre propre famille, mais on peut pas, il n'y a pas de structure aujourd'hui qui rentre dans la famille. Donc il faut dans les structures qui accueillent les enfants, il faut les 20% qui potentiellement peuvent se passer, il faut tout faire pour qu'ils ne se passent pas, c'est-à-dire il faut surveiller les espaces qui ne sont pas surveillés, il faut surveiller les espaces qui sont les plus à risque, il faut mettre des procédures de fonctionnement, il ne faut pas laisser les adultes seuls avec les enfants, il faut former les éducateurs avec la juste posture éducative, enfin tout ça c'est des éléments qu'on peut mettre en place dans l'organisation de la structure, parce que l'organisation est un vrai facteur de prévention. Et puis ensuite, pour les 80% qui peuvent se passer en dehors de la structure, mais que l'enfant peut arriver avec son sac à dos de maltraitance au scout ou dans l'accueil collectif, eh bien il faut que les animateurs soient formés à accueillir la parole de l'enfant. Comme tout ce que je viens de vous dire, donc un enfant qui vient vous parler, je le crois, je me mets en situation de confiance, j'écoute ce qu'il a à dire, je ne reformule pas, je ne l'ai pas dit ça,
Un enfant, s'il vient vous parler, il ne faut pas reformuler à sa place. Parce que comme il vient vous parler parce qu'il vous fait confiance, si il vient vous dire quelque chose et que vous lui dites en fait tu as voulu me dire que, et que vous mettez d'autres mots, l'enfant va vous dire oui, oui, parce qu'en fait il veut vous faire plaisir. Donc en fait il faut pas reformuler, il faut juste noter les mots que l'enfant va utiliser. Parce que derrière, si vous avez une IP à faire, une information préoccupante, à ce moment-là, il faut pouvoir redire l'enfant m'a dit que, entre deux points, ouvrez les guillemets, et vous dites exactement ce que l'enfant vous a dit. Donc ça, c'est toutes les consignes qu'on donne à des animateurs. Quand on forme des animateurs, donc il faut les former à accueillir et pas recueillir, parce que c'est la police qui recueille, nous on accueille. Donc il faut accueillir la parole de l'enfant telle qu'elle est. Et quelque part, ce n'est pas de notre responsabilité d'établir la vérité. La véracité des faits, ça c'est la police, ou c'est les enquêteurs qui vont l'établir. Nous, on est juste là, en tant qu'animateur, ou même en tant que parent, on est là pour accueillir ce que l'enfant nous dit et le croire. Donc, et en faisant ça, c'est là où on va éviter la prévalence, on va éviter que ça recommence. Donc en fait, on fait quand même baisser le niveau de violence. Donc si, quand même, on peut faire baisser les violences, parce que sinon ça serait trop terrible de se dire qu'on ne peut pas agir là-dessus. Alors, une autre question. Tu veux un café pendant que je Non, te ça pose? va. Je ne sais pas si vous avez répondu au début, mais y a-t-il des tempéraments qui peuvent faire de l'enfant une cible facile? Si, vous les avez posé la question. Alors, oui, malheureusement, c'est la stratégie de l'agresseur. L'agresseur agit selon une stratégie. Et la première chose, c'est qu'il choisit sa cible. Il va choisir son enfant. Et donc, il y a des enfants qui sont plus à risque. Je vous ai parlé des enfants en situation de handicap et en particulier d'handicap psychique. Mais il y a d'autres facteurs qui font qu'un enfant peut être une cible. L'enfant qui va être très introverti, très timide, qui n'a pas beaucoup d'amis. Parce qu'en fait, ce que l'agresseur redoute, c'est que l'enfant parle, bien sûr. Donc, s'il sent que l'enfant, il ne va pas avoir de soutien social, justement, parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis, ou parce qu'il est dans une structure familiale un peu défaillante, avec des parents hyper absents, avec pas beaucoup de soutien éducatif dans la famille, ça, c'est des éléments que les agresseurs prennent en compte. Ou un enfant qui va être très mal dans sa peau, ou avec une figure paternelle parfois un peu inexistante chez les jeunes filles, c'est un profil qu'on retrouve souvent chez les personnes victimes, c'est de se dire, la jeune fille, la figure paternelle n'est pas là, n'est pas présente, ou pas suffisamment, ou pas de façon ajustée, et du coup elle cherche cette figure paternelle, et quoi de mieux que le super curé incroyablement charismatique pour aller reporter ce besoin de reconnaissance et d'affection de la figure paternelle sur un chef, un coach de sport, le chef, l'aumônier, le CP, enfin toutes ces figures-là masculines qu'elle va pouvoir retrouver. Donc ça, c'est aussi un facteur de risque. Et voilà, donc ça, donc voilà, l'enfant timide, timide, introverti, qui n'a pas beaucoup de lien social, qui va être dans une situation familiale complexe où il ne va pas pouvoir avoir de soutien, et l'enfant en situation de handicap. Et c'est vrai que l'agresseur, quand on est face à un enfant qu'on sent hyper costaud psychologiquement, mais c'est pas non plus une assurance tout risque, hein, mais c'est vrai que c'est un enfant qui est moins à risque. Donc nous, quand on est en position d'éducateur, je suis au caté, si vous êtes bénévole au caté ou dans la paroisse, et ben ces enfants-là, vous les repérez aussi. Vous les voyez bien, ces enfants qui sont plus complexes, qui n'ont pas l'air bien dans leur peau, qui sont toujours en recherche du contact de l'adulte, etc. Et donc ces enfants-là, il faut peut-être être plus en vigilance vis-à-vis de ces enfants. Voilà. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, et ça c'est aussi important de bien en avoir conscience quand on est parent, c'est que je vous ai dit, la violence, c'est pas comme dans les films où tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive hyper agressif, etc. Ça se passe dans un climat de confiance et ça se passe pas du tout avec peu de violence physique en fait. L'enfant n'est pas forcé physiquement. Parce qu'il y a tout un mécanisme d'emprise en fait qui se met en place par l'agresseur. Parce que l'agresseur, il possède l'enfant quelque part. D'ailleurs, il va utiliser le corps de l'enfant pour assouvir ses pulsions. Donc en fait, il y a tout ce système d'emprise qui va se mettre en place, et ça, on peut voir quelques signaux quand même. Parce qu'un enfant qui tout d'un coup, son coach de sport, ça va être la personne la plus importante de toute sa vie, elle va passer toutes ses soirées avec son coach de sport, et même le week-end, et c'est lui qui va l'emmener pour les matchs, etc. Eh bien, nous, en tant que parents,
il faut aussi qu'on s'alerte. Alors, on peut être pris dans cette tension de se dire, si c'est un enfant qui est hyper talentueux en sport ou en chant ou quoi que ce soit, on a envie de le pousser, on a envie qu'il réussisse dans ce talent qu'il a. Et pour autant, on ne doit pas baisser notre garde. Mais en fait, c'est pas normal que tout d'un coup, cet enfant, il passe autant de temps avec cet adulte et que même c'est petit à petit, il va être coupé de ses amis. Donc, il n'y a plus que son coach qui va devenir super important. Et en fait, là, l'emprise est installée. Et alors, le coach peut faire ce qu'il veut de cet enfant. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut voir. Si notre enfant, tout d'un coup, on voit qu'il ne parle plus à ses amis, là, je parle pour les enfants qui ont les parents qui ont des ados. Si tout d'un coup, on se rend compte que l'ado, il a coupé avec ses amis et qu'il est en exclusivité relationnelle avec un adulte, là, vraiment, ça doit nous inquiéter. Et on doit poser des questions et on doit être hyper vigilant. Une dernière question, donc l'enfant scrupuleux en matière de foi est-il en danger si le prêtre le manipule? Ah bah oui. Là, on est dans l'abus spirituel, en fait. C'est-à-dire que le prêtre va profiter de cette innocence et de cette ferveur spirituelle de l'enfant pour décupler son emprise. Et c'est encore plus facile, quelque part. En fait, déjà, c'est très facile de tromper un enfant. Mettre un enfant sous emprise, c'est très facile parce que l'enfant qui n'a jamais été confronté à un adulte malveillant, en fait, spontanément, va faire confiance à l'adulte, si l'adulte est sympa. Et donc, c'est très facile de faire à un enfant ce qu'on veut. C'est très facile, beaucoup plus facile que ce que vous pouvez imaginer. Et donc... Tu as des choses à nous dire? Non, j'ai rien à vous avouer. Mais donc, en fait, c'est terrible parce que c'est hyper facile. Et donc, il faut en avoir conscience. Nous, en tant que parents ou en tant qu'animateurs et bénévoles, en fait, on le voit bien. Si un enfant nous apprécie, on lui demande de nous rendre des services, il va le faire parce que l'enfant est bon, l'enfant est gentil, l'enfant est innocent. Et donc, c'est encore plus facile si on est dans un enfant on est avec un enfant qui est dans une grande forme de spiritualité, avec un élan un peu mystique, comme souvent les enfants vers 8, 9, 10 ans. Ils ont ce grand élan mystique, et alors là, le prêtre, il n'y a plus que lui qui est important. Il faut être vigilant aussi par rapport à ça. Il faut en parler avec lui. On n'est pas là pour dire qu'il faut caster cet élan mystique, pas du tout, mais il faut le rendre ajusté. Eh ben, merci. Tu vois, on nous demande déjà un autre live. Pour notre propre famille. Pour la prévention dans nos propres familles. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va y réfléchir. C'est un sujet très délicat, les familles, mais il faut y penser aussi. N'oubliez pas ce que Joséphine vous disait. Si quelque chose a été réveillé en vous par ce live, ne restez pas seul. Si vous n'avez personne à cette heure, en plein après-midi, je prendrai un café avec vous par NP si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Joséphine. Avec plaisir, merci Natalia. Merci de ce que tu fais. Tu rigoles. Et puis vraiment, on n'hésite pas. Si on voit que la structure d'accueil de nos enfants de cet été n'est pas à la hauteur, on leur envoie Joséphine. on les pousse à se former, à se structurer. Ça, c'est vraiment important. Et si c'est vous qui le faites, ils vont être obligés de vous écouter. Voilà, on leur envoie Joséphine et ça va barder. Je sais pas pourquoi, je sens que... voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, à bientôt pour un prochain live. J'ai l'impression. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.